Bien, mesdames et messieurs, il est 18 h, nous allons commencer la séance publique du conseil municipal de ce 3 avril 2025. On va commencer comme d'habitude par la vérification du quorum. Il y a donc 9 présents sur 13 conseillers municipaux, le quorum est atteint. Nous avons aussi des pouvoirs qui ont été donnés. Monsieur Régis Aiguy a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Maxime Savy a donné procuration à Madame Christina Pellegrin. Et Madame Isabelle Bastier a donné procuration à Monsieur Jean-François Cid. En application de l'article L2121-15 du CGCT, 2 auxiliaires au secrétaire de séance sont désignés en les personnes de Madame Michèle Martinez, comptable de la collectivité, et de Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. C'est bien sûr l'occasion pour moi et les élus de remercier tous les agents de la collectivité et notamment pour cette séance de vote du budget, ceux qui, comme Madame Martinez et Madame Josse, participent depuis de nombreux mois à la commission financière qui ont permis d'élaborer ce budget. L'ordre du jour est le suivant. Nous allons vous proposer la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance et en l'absence exceptionnelle de Madame Isabelle Bastier qui n'a raté aucun conseil en 5 ans, je vais vous proposer, une fois n'est pas coutume, de désigner Madame Christina Pellegrin comme secrétaire de séance. Elle a accepté cette tâche par avance. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on va accepter la désignation de Madame Pellegrin qui a la lourde tâche de succéder à Madame Bastier pour cette séance. Allez, on commence. Point numéro 1, c'est les affaires juridiques, compte rendu les décisions du maire. Vous avez dans votre convocation, depuis le dernier conseil municipal, les décisions prises par le maire de la numéro 11 à la numéro 47. Vous savez que la plupart de ces décisions concernent, comme chaque fois, des mises à disposition de salles communales à titre gracieux ou payant à des particuliers ou à des associations. J'attire votre attention donc sur la décision 37 qui porte attribution aux entreprises du marché public de travaux d'aménagement du local communal de la Maison de la Nature, sujet dont je parlerai, si vous voulez bien, à la fin de la séance en information municipale. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, approbation du procès verbal. Vous avez reçu avec votre convocation le projet de PV de la séance du 18 février. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas, procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le point numéro 3 concerne les finances, puisqu'on a un grand conseil municipal ce soir consacré aux finances et au budget. Tout d'abord, il s'agit de l'état annuel de présentation des rémunérations de toute nature reçues par les élus siégeant au conseil municipal. Alors, vous avez derrière moi, derrière nous, un joli tableau qui a été fait par Madame Eugénie Mulat-Dameron, à nouveau, donc on tient là aussi à la remercier pour le travail qui est fait. Si vous le permettez, pour clarifier, je vais juste vous donner les lignes rapidement. Le maire, Jean-Marc Jansana, perçoit une indemnité mensuelle nette de 1 648,54 €. Madame Lise Fournier, 632,58 €. Monsieur Jean-François Cid, 704,01 €. Monsieur Franck Diloiret, 704,01 €. Madame Pellegrin reçoit 350,70 €, somme nette à laquelle s'ajoute la somme qu'elle perçoit du CIVOM en tant que vice-présidente pour 340,98 €. Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée, 132,48 €. Monsieur Bruno Devic, 132,48 € et Madame Eugénie Mulat, 88,33 €. Voilà les sommes qui ont été votées et les indemnités qui sont perçues par les élus. Je vous ai donné les montants nets. Derrière, sur le tableau, vous avez les deux qui figurent, le net et le brut. On prend acte de cette décision dans la mesure où il n'y a pas de vote. Le point suivant, il va s'agir d'élire
un président ou une présidente de séance pour le vote du compte financier unique. Vous savez que lors de la présentation du compte financier unique, le maire doit quitter l'Assemblée. Et donc, je vous propose la nomination de Lise Fournier, ma première adjointe, pour présider la séance à mon absence. Vote à main levée, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point numéro 5, l'approbation du compte financier unique, qu'on appelait avant le compte de gestion, n'est-ce pas? Donc, je vous abandonne et je vous dis à tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Bien, donc, conformément à l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président et monsieur le maire se retire. Le 1 de l'article 242 de la loi de finances pour 2019 dispose que le compte financier unique se substitue durant la période de l'expérimentation au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant des documents. Le compte financier unique a vocation à devenir à partir de 2024, donc c'est le cas cette année, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. De ce document comptable se dégagent les résultats suivants. À la section de fonctionnement, le résultat de clôture 2023 était de plus 714 006,65. Le résultat de l'exercice 2024 est de plus 295 093,53, ce qui fait un résultat de clôture 2024 de plus 1 009 100 euros et 18 centimes. À la section d'investissement, le résultat de clôture 2023 était de moins 298 559,64. Le résultat de l'exercice 2024 de moins 30 575. Et donc le résultat de clôture 2024 est de moins 329 109 euros et 79 centimes. Ces résultats sont repris au budget de l'exercice 2025. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce compte de résultats financiers unique. Et nous procédons donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Le vote à l'unanimité, je vous remercie. Bien. Le point numéro 6, il s'agit de l'affectation des résultats 2024 sur l'année 2025. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci, monsieur le maire. Donc, après avoir examiné le compte financier unique statuant sur l'affectation du résultat, nous devons décider d'affecter le résultat comme suit. Donc, résultat de fonctionnement de l'exercice 2024, plus 295 093 euros et 53 cents. Résultat de fonctionnement 2023 reporté au 002 sur 2024, plus 714 006,65. Donc le résultat affecté, donc A plus B, c'est plus 1 009 100 euros et 18 cents. Le solde d'exécution cumulée d'investissement 2024 est de moins 329 109 euros 79. Le solde des restes à réaliser d'investissement est néant. Le besoin de financement au D001 est de moins 329 109 euros 79. L'affectation en réserve sur le R 1068 sur 2025 est de plus 329 109 euros 79. Et le report en fonctionnement R002 sur 2025 de plus 679 990,39 euros. Donc, le résultat de fonctionnement, l'affectation est de plus 1 009 100 euros et 18 centimes. Le résultat d'investissement de l'exercice 2024 est de moins 30 550 euros 15 centimes.
Le résultat d'investissement 2023 reporté au 001 sur 2024 est de moins 298 559,64. Le solde d'exécution cumulée d'investissement 2024 à reporter sur 2025 est de moins 329 109,79 €. Je vous remercie donc de bien vouloir voter sur l'affectation à l'article R002 de la section de fonctionnement à la somme de plus 679 990,39 € et d'affecter à l'article R1068 de la section d'investissement la somme de plus 329 109,79 €. Alors, il y a un 39 et un 19, c'est ça. Ok. Avez-vous des questions ou des observations? Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la fixation des taux d'imposition pour l'année 2025. Vous savez que notre commune est engagée dans une réduction de sa dette municipale. Néanmoins, la volonté de l'équipe municipale est de ne pas augmenter la taxe foncière, que ce soit sur les propriétés bâties ou non bâties. Concernant la taxe d'habitation, après un gel en 2020 et 2022, les collectivités ont l'obligation depuis 2023 de redélibérer pour fixer le taux de la taxe d'habitation. Mais cette taxe d'habitation ne concerne plus les résidences principales, ce qui est le cas d'une très grande majorité de maisons en Mordon. Elle ne concerne que les résidences secondaires. Elle concerne aussi les locaux meublés non affectés à l'habitation principale, ainsi que les logements vacants depuis plus de 2 ans si les communes ont délibéré antérieurement pour l'instituer. En l'occurrence, nous vous proposons de maintenir les mêmes taux que l'année précédente, à savoir pour la taxe d'habitation 15,23%, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 54,69%, il s'agit de la partie communale bien sûr, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 73,05%. Je rappelle, vous l'avez vu peut-être dans le magazine municipal, il y avait 4 pages qui étaient consacrées au budget, et notamment concernant les taux d'imposition, où on voit bien que la commune de Montredon est parmi les communes dont le taux d'imposition sur les propriétés bâties est le plus faible, puisque si on a, en plus du taux communal à 54,69, si on rajoute la taxe concernant le Grand Narbonne, la taxe Gemapi, etc., on arrive à un taux qui était de 57,19% en 2013. On est très loin des 58% de Bizanet, des 61% de Vinassa, 69% de Média. On a un taux de fiscalité qui est parmi les plus faibles du Grand Narbonne. C'est à souligner. Y a-t-il des questions ou des observations? Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne les attributions aux subventions pour l'année 2025. Avant tout, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Nous allons procéder en 2 temps. Il y a une première partie d'attribution de subventions qui vont être accordées et elles n'intéressent aucun élu du conseil municipal. Dans ce cas-là, on va voter pour ces subventions. Et ensuite, il y aura délibération par délibération des associations pour lesquelles un membre du conseil municipal est président. C'est le cas de la chasse, c'est le cas du syndicat des exploitants agricoles, c'est le cas pour ma part de l'amicale laïque. Donc à chaque fois, l'élu intéressé en tant que président de l'association devra quitter l'Assemblée. Les subventions aux associations, c'est très important. Sachez que ce soir, nous allons voter de manière historique un montant de subvention qui n'a jamais été atteint dans la commune. Pour preuve, en 2019, avant notre arrivée aux responsabilités, l'enveloppe totale des subventions aux associations était de 33 277 €. 33 277 €. Ce soir, nous proposons de voter 46 575 €. Vous voyez la marche très importante qui a été franchie au fil des ans pour arriver à ce montant.
Mais ce montant n'est pas tout ce qui concerne la politique municipale en faveur des associations. Bien évidemment, vous le savez, il y a le prêt des salles, il y a le prêt du minibus électrique, il y a les mises à disposition des photocopieurs aussi, hein, pour l'aide aux associations. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, au-delà même de la subvention, tout l'appui logistique qui est fait par les municipalités. Je profite de l'occasion aussi pour rappeler que les associations qui demandent et qui perçoivent une subvention de la municipalité ont l'obligation, bien évidemment, de respecter la loi de 1901, notamment la tenue d'une assemblée générale annuelle à laquelle il convient d'inviter les collectivités qui financent l'association, en l'occurrence le maire et son adjoint ou le maire et l'élu qui a un rapport avec l'association. Dans ce cas particulier, ce soir, nous allons décider de voter des subventions. Néanmoins, le versement réel de la subvention sera conditionné au fait que l'association a bien tenu une assemblée générale dans les règles que je viens de rappeler. Dans le cas où l'association n'a pas encore fait son assemblée générale, excusez-moi, la subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'assemblée générale. Généralement, les assemblées générales se font entre décembre et janvier. On est maintenant début avril. Il est temps pour certaines associations de tenir leur AG. Bien, nous avons un tableau Voilà le tableau des subventions qui ont été attribuées. Alors, elles n'ont pas été attribuées sur un lancement de dés ou au pifomètre. Il y a des commissions qui ont été tenues régulièrement. Il y a un dossier qui a été demandé de subvention, un CERFA rempli par les associations, qui a été étudié par la commune, par la commission, qui a tenu compte de l'activité de l'association pour fixer les montants qui sont proposés au vote ce soir. Il s'agit donc des associations pour lesquelles aucun élu n'est président de l'association. Pour l'amicale des anciens combattants, 400 €. Pour l'ANA, 150 €. Association Saint-Martin, 700 €. Association Les Boulegans, 7 000 €. Le club des seniors, 1 400 €. Le CFA, Centre de formation des apprentis Occitanie, 75 €. Association Coparec, 500 €. Corbière 15, 4 000 €. Jeunes sapeurs-pompiers de Narbonne, 250 €. Caillouteur, 500 €. Les Caminaires, 900 €. Les Mélimélomanes, 500 €. Les Pétanqueurs, 500 €. Les Roumégaires, 800 €. La MJC, 2500 €. L'accueil jeune, le repère de la MJC, 3000 €. Mad Eagles, 200 €. Montmatou, 300 €. Montredon de Sang, 1000 €. Montredon Éducation Sport Canin, 300 €. Le football olympique Corbière Sud Minervois, 3000 €. Téléredon, 1000 €. Tennis Club de Montredon, 1200 €.
Les sportifs du Castellas, 2000 €. Vous, 2.0, 1200 €. Et une enveloppe de 300 € maintenue en divers, c'est-à-dire permettant par la suite de pouvoir affecter en cours d'année une somme à une association pour une raison particulière. Pardon. Oui, c'est ce que j'ai. C'est 2100 le tennis. Après 2002. Non, mais sur ma fille, il y a bien marqué 1200. Voilà. Une... Si je n'ai pas les bons chiffres, excusez-moi, je lis le prompteur comme une speakerine. C'est donc 2100 € et non pas 1200 €. Si tu suivais bien, en fait. Si, j'ai envoyé un petit SMS pour. Je précise que M. Chabosson, n'étant plus président du tennis, il peut siéger à cette délibération. 2100 € pour le tennis club de Montredon. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons commencer l'attribution des subventions pour lesquelles un élu est concerné. Première vote concerne l'amicale laïque. Donc, en tant que président de l'amicale laïque, je passe la parole à Madame la Présidente que vous avez désignée tout à l'heure de séance, qui récupère la délibération. C'est Lise qui l'a. Eh oui, c'est pas qui l'a. Ah, merci. Excusez-moi, monsieur le maire. Pardon, je me fais chercher inutilement. Ah, bravo. Donc, il s'agit de l'attribution de la subvention de l'amicale laïque, dont monsieur le maire est président. Nous avons décidé donc une attribution de 500 € à l'amicale laïque. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Bien. Allez, on continue les entrées-sorties, c'est comme au théâtre. Alors, la numéro 10, on va demander à M. Jean-François Cide, le nouveau président de l'ACA, de se retirer, s'il vous plaît. Bien, alors, M. Jean-François Cide vient d'être désigné président de l'association communale de chasse agréée, remplacement de M. Jean-Jacques Campagné, qui a été pendant 47 ans ce président. Et donc, M. Cide ne peut pas participer au débat ni au vote. Alors, on ne présente plus, bien sûr, l'association communale de chasse agréée, le travail qu'elle réalise, les coupes-feux aussi qui sont réalisés pour protéger notre environnement. Nous proposons une subvention de 2500 €. Des questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Allez, Franck va chercher M. Cide. Merci. Je suis le président. Total, s'il te plaît. Après, je travaille. La délibération suivante, on va demander au président Bruno Devic de bien vouloir nous quitter un instant pour pouvoir délibérer. Merci. Le syndicat des exploitants agricoles de Montredon-des-Corbières, vous le savez, œuvre dans l'intérêt non seulement du monde agricole, mais de tout un chacun, puisqu'il réalise l'entretien des ruisseaux. Le travail qu'ils ont fait ces 2 dernières années est exceptionnel et se remarque. Ce n'est pas une aide uniquement aux viticulteurs, même si ils en ont bien besoin, mais ça profite à tout un chacun. Et nous proposons de voter une subvention de 6 500 €.
Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On me fait rentrer Monsieur Devic. Allez, on continue. La suivante concernait Madame Villa, mais elle n'est pas là ce soir. Elle nous avait dit qu'elle serait là, et donc elle n'a pas besoin de sortir du coup, puisqu'elle n'est pas rentrée. Donc, on propose pour l'association Les Joyeux Fêtards la subvention de 2500 € qui sera attribuée et versée après l'Assemblée Générale. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Donc, le versement de 2500 € après la tenue de l'Assemblée Générale approuvé à l'unanimité. Point suivant, eh bien, c'est le morceau de bravoure qui est confié à Madame Lise Fournier, la première adjointe en charge des finances. C'est le vote du budget primitif pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. Et oui. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu la délibération de ce jour portant sur l'affectation des résultats 2024, le budget est équilibré en dépenses et en recettes dans chaque section. Je voulais juste faire une petite aparté pour remercier beaucoup Madame Martinez qui, une fois encore, a travaillé au budget et a veillé à ce qu'il soit parfaitement établi. Je le remercie, nous en remercions tous. Donc, à la section fonctionnement, en recettes, 2 746 025 € et 39 centimes. En dépenses, 2 746 025 € et 39 centimes. En investissement, en recettes, 1 224 500 €,67. En dépenses, 1 224 500,67 centimes. Y a-t-il des questions? Ben oui, alors, des observations, bien sûr, parce que bon, il faut prendre quand même le temps, même si on n'a pas de débat d'orientation budgétaire ou de rapport, mais y a-t-il des questions? Monsieur Martinez, vous avez une question? Des questions, non, simplement peut-être compléter, si je puis me permettre. Donc tout d'abord, merci pour cette présentation du budget, tant il est vrai que la lecture des chiffres n'est pas des plus faciles et ni des plus compréhensibles généralement pour tout le monde. Donc à ce sujet, j'en profite pour remercier Monsieur le maire pour la transparence avec laquelle j'ai obtenu tous les éléments sollicités, comme pour tous les autres conseils, et plus particulièrement pour ce budget. Également un remerciement pour les services, car administrativement, la préparation du budget est une période toujours très très chargée. Donc merci aux personnes en charge de son élaboration. Juste donc, simplement pour apporter quelques précisions pour ce qui me semble un peu plus de clarté, le budget, je reprendrai les termes du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues autoriser les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est établi en section de fonctionnement et d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. En ce sens, ce budget est important car l'année prochaine est une année électorale et donc il traduit les dernières orientations budgétaires pour le mandat en cours. Dans les communes de plus de 3500 habitants, il est établi un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et surtout sur la gestion de la dette, suivi d'un débat au conseil municipal. Ce n'est pas le cas pour Montredon, car sa population est en dessous du seuil fixé par les textes. Alors, on évoque le principe de la dette. Quelle est sa signification? Donc, comme dans un ménage, il y a des phases d'investissement, crédit par exemple pour acheter une maison, et de remboursement avec une notion de taux d'endettement à respecter. Pour une commune, c'est un peu la même chose. Il y a des dépenses qui ont vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. Il s'agit principalement des dépenses d'équipement, achat de matériel durable, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, et ensuite des dépenses de fonctionnement comme la rémunération des personnels, d'entretien et de fourniture, les intérêts de la dette, entre autres. Il est un constat, comme toutes les communes, que Montredon a ainsi connu des périodes où la dette était plus ou moins importante, nécessitant une prudence ensuite dans sa gestion, ce qui est le cas sur ce mandat. Ce point est important à signaler car la commune ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les élus d'alors n'avaient pas eu une politique d'ambition pour la développer et l'entretenir.
les zones d'activité, les nouveaux lotissements, les équipements culturels et sportifs, la sécurisation de son entrée, l'implantation de l'HPGN maintenant. Montredon fait partie des communes les plus attractives, comme vous l'avez souligné, dans la première couronne du Grand Narbonne et présente le plus grand potentiel de développement. Du coup, ce qu'il convient surtout de retenir, au-delà des chiffres présentés, c'est sa capacité de désendettement actuelle, étant entendu que les dotations de l'État ne sont plus qu'elles étaient, et sans avoir recours à l'augmentation notamment des impôts locaux, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc c'est le rapport entre l'encours de la dette et son épargne, c'est-à-dire sa capacité d'autofinancement, qui permet de déterminer le temps nécessaire pour rembourser la dette. Eh bien, celui-ci, selon des chiffres officiels, est sensiblement inférieur à la durée d'un mandat, 5,6 ans au 31/12/2023, les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Donc pour information, elle est de 6 ans et 6 mois pour les communes de 500 à 2000 habitants. Certes, c'est une donnée théorique, mais qui permet d'appréhender avec sérénité la santé financière de la commune et ensuite de se projeter au niveau du prochain mandat sur les investissements structurants qu'il y a lieu de faire. Donc c'était juste pour apporter un petit complément sur la lisibilité, sur ces notions générales de budget, la capacité de désendettement, au-delà des chiffres présentés, bien évidemment, de donner un sens à ces chiffres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'une réponse est donnée ou pas? Non. Oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Martinez, je vous remercie pour ces observations. Toutefois, je me dois de revenir sur le constat de la dette à notre arrivée. S'il est constant que les communes se doivent d'investir, elles ne le peuvent que si leurs finances le permettent. Ça, déjà. Tout comme un ménage, une commune se doit d'éviter d'être surendettée. Un ménage, ça va être la Banque de France, et nous, c'est le Trésor public. Lors de notre arrivée aux affaires en 2020, et c'est un fait, la commune, de par la gestion désastreuse de la précédente municipalité, était en cessation de paiement. Le trésorier payeur nous avait avisé du non-paiement des traitements des employés, des fonctionnaires. Sans l'emprunt contracté en urgence par la municipalité, nous étions sous tutelle et c'en était terminé de la gestion, comme vous l'avez dit, prudente. Je vous remercie. Oui. En précision, donc, par rapport à cette histoire d'encours de dette, parce que c'est important de dire qu'en moyenne, effectivement, on parle, vous avez évoqué 5,6 années. Ce qu'il faut se dire, c'est que, comme on l'a dit, on a été à nous, comme vous l'avez dit, très transparent, on l'a mis dans le magazine municipal. Le prochain mandat qui commencera en 2026 et qui s'achèvera probablement en 2033 à cause des présidentielles en 1932, donc qui devrait durer 7 ans, le prochain mandat sera à nouveau affecté par les emprunts qui sont encore en cours. En 2029, l'emprunt de 800 000 € pour la route de l'entrée du village s'arrêtera. En 2030, un emprunt de 350 000 € contracté en 2016, il y a pratiquement 10 ans, prendra fin. En 2032, l'emprunt que nous avons contracté en début de mandat 2020 pour payer les impayés de la route et tout ce qui était à prendra fin. Et en 2033, c'est le plus gros, le million d'euros qui a été emprunté en 2009 pour l'école, pour 25 ans, qui prendra fin. Donc effectivement, 2026-2023 sera à nouveau un mandat dans lequel il y aura à régler la dette communale, les emprunts qui ont été contractés pour faire l'école, pour faire la route, pour faire tout ce qui ne dépend pas de notre municipalité, mais qui est encore à notre charge. Continuer à gérer la commune et devoir chaque année rembourser 250 000 € en capital d'emprunt, 50 000 € d'intérêt, vous voyez bien qu'il faut arriver à trouver chaque année 300 000 € en économisant au niveau du budget de fonctionnement, c'est-à-dire de ce que vous disiez, trouver une épargne suffisante pour pouvoir à la fois rembourser ce qui a été créé par les anciennes municipalités, mais financé par emprunt sur 10, 20, 25 ans. Et c'est la marge de manœuvre qui est encore assez faible entre le prochain mandat de 26 à 33. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on doit payer 300 000 € d'emprunt, capital et intérêt, qu'il ne faut rien faire. On peut tout à fait, et on l'a montré, faire une maison de santé. On peut tout à fait faire une bibliothèque. On peut tout à fait faire un accueil pour la jeunesse. On peut tout à fait rénover l'impasse du Faubourg. Et tant d'autres choses.
attirer de nouvelles entreprises, attirer une résidence d'autonomie, participer à l'implantation de l'hôpital, du développement de son pôle santé, de concourir à l'attractivité de la commune, parce que, comme je l'ai dit au vœu à la population, l'essentiel de nos ressources, malgré notre taux de fiscalité qui est très bas, viennent des entreprises. Le ratio est d'environ 500 000 € pour les maisons et presque 900 000 € pour les entreprises. Donc c'est une manne très importante qui est effectivement à mettre au crédit des municipalités qui, dès les années 60, les années 80, ont initié ces zones d'activité qui ont ensuite été développées par la suite. Donc il ne faut pas être pessimiste sur le prochain mandat, mais il faut être rigoureux, comme on l'a été sur ce premier mandat, et essayer de continuer en allant chercher, bien sûr, toujours 70, 75 et 80% de subventions. Quand monsieur le sous-préfet de Narbonne a inauguré la bibliothèque en octobre l'année dernière, il a vu les tableaux de financement, il a dit chapeau Montredon, arriver à avoir 75% de subventions pour un programme, c'est beaucoup. Tout ça, c'est grâce aux demandes de subventions qui sont faites par les élus avec les services comptables et administratifs. Voilà, donc ne faisons pas de pessimisme, soyons rigoureux et le cap peut être tenu pour la suite. En tout cas, pour aujourd'hui, on vous propose de voter ce budget. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas, procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le budget est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Lise Fournier va garder la parole, mais avec sa casquette d'adjointe aux ressources humaines, et non plus aux finances publiques. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, en fait, du coup, j'ai du mal à changer ma casquette. Nous devons modifier le tableau des emplois de la municipalité. Donc, il est derrière moi. Oui, on ne va pas le lire dans l'intégralité. Voilà, donc je ne vais pas vous lire dans l'intégralité. Donc en fait, il s'agit en règle générale, bien souvent, tout le temps d'ailleurs, d'employés déjà présents dans la municipalité et par le jeu des élévations d'échelons ou des changements de service, des fois ça arrive. Donc nous sommes obligés de changer donc, le tableau des emplois. Donc, tel qu'il vous est présenté ce soir. D'ailleurs, je me permets, effectivement, lorsqu'on publie l'ordre du jour d'un conseil municipal et qu'on dit création d'emploi, les gens s'imaginent qu'il y a une embauche tous les mois à la mairie. En fait, dès lors qu'un agent monte de grade ou d'échelon, il y a la création d'un emploi et ensuite la suppression de l'emploi qu'il occupait au préalable. C'est pour ça qu'il y a besoin régulièrement de mettre à jour le tableau. Y a-t-il des questions, des observations? On peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le dernier point à l'ordre du jour concerne la participation de la commune au financement du CIVOM. Et pour cela, je vais passer la parole à Madame Christina Pellegrin, qui est la mieux placée en tant qu'adjointe aux solidarités et vice-présidente du CIVOM, pour nous expliquer en quoi ce mode de financement change cette année. Merci, monsieur le maire. Je vais rappeler juste que la commune participe depuis de nombreuses années au soutien du CIVOM, bien évidemment, comme l'ensemble des communes que le CIVOM dessert, tant sur les cantines que sur l'aide à domicile ou que sur le portage des repas. En 2022, au mois de novembre 2022, le CIVOM a sollicité les communes pour abonder à la participation de celle-ci, compte tenu de la situation que rencontrait le CIVOM. Le CIVOM était en grande difficulté et donc se posait la question de la participation des communes. Et ce n'était pas moindre puisque c'était passé du simple au double. Sinon, le CIVOM risquait de fermer. Plus de services, plus de salariés, du chômage, mais surtout la nécessité de récupérer le personnel, c'était une obligation. Donc de toute façon, on n'aurait pas été si gagnant que ça. Et puis surtout, les bénéficiaires n'auraient pas été gagnants. Donc je vais juste rappeler qu'en novembre 2022, la commune a accepté d'abonder pour le CIVOM, en passant de 10 € à 20 € de participation par habitant.
c'était beaucoup. On aurait pu choisir de fiscaliser auprès des habitants. On ne l'a pas fait. La commune a décidé de le prendre sur son budget et de faire des économies ailleurs et de gérer. Nous sommes des bons gestionnaires, je crois. Ça vient d'être prouvé par les chiffres de mes collègues. Je veux juste vous rappeler que si le CIVOM a été dans cette situation, les raisons elles sont de 3 ordres. Alors d'abord parce que le CIVOM rencontre des difficultés de main-d'œuvre. C'est toujours vrai. Le CIVOM a du mal à recruter. Alors c'est parce que les métiers ne sont pas attractifs. Et du coup, les heures d'intervention chez les bénéficiaires ne peuvent pas être exécutées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être facturées non plus. Donc le CIVOM, je vous lis de mémoire, mais je crois qu'en moyenne perd 10 000 heures de facturation par an. Vous calculez ça à hauteur de 25 € de l'heure, vous avez fait le calcul. La deuxième raison, c'est à la suite du Covid, le gouvernement avait choisi et décidé d'attribuer aux établissements d'aide à domicile privés une prime qu'ils ont appelée la prime du Ségur. Sauf que cette prime n'a pas été attribuée aux établissements publics. Ça veut dire que le CIVOM n'a pas eu cette prime, mais a quand même dû augmenter les salaires puisque c'était une décision du gouvernement et se sont retrouvés avec ce deuxième problème. Et puis le troisième ordre, c'est le prix de journée, puisque le CIVOM est sous tutelle, pas la même tutelle qu'on parlait tout à l'heure, de l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, et aussi un partenaire qui est le conseil départemental. Et le département reste stable en termes du prix de journée. Ça veut dire que d'un côté, vous n'avez pas de prime, vous n'avez pas de recrutement, donc difficulté à intervenir chez les bénéficiaires, donc pas de facturation, et puis un prix de journée qui reste stable. Donc les communes, et pas que Montredon, ont permis au CIVOM de passer le cap de 2024, et tout en mettant en place quand même, ce que je vais vous dire c'est important, il y a eu une rentrée d'argent de par les communes, bien sûr, mais il y a aussi en interne des choses qui ont été changées, et des décisions qui ont été prises par le président, qui est le maire de Courson, le président c'est Édouard Rocher, et les 6 vice-présidents, dont je fais partie. Il a donc été décidé de mettre en place une nouvelle méthode de travail qui n'existait pas au CIVOM et qui s'appelle la méthode Buurzorg, qui est une méthode qui vient des Pays-Bas. C'est une méthode qui a été mise en place par un entrepreneur qui travaillait dans le soin de proximité, dans le secteur social et médico-social, et qui repose sur l'efficacité des équipes, à savoir travailler en autonomie et en responsabilité. C'est-à-dire que pour faire court, il n'y a plus de chef. Si on supprime les chefs, on supprime des gros postes de salaire, mais on ne supprime pas les postes, puisque ces personnes se sont retrouvées à d'autres postes. Ça veut dire aussi qu'il y a eu, en supprimant cette notion de chef d'équipe, on a réduit la masse salariale, mais on a surtout re-responsabilisé les agents, leur permettant de s'organiser tant sur leur planning que sur les congés, faisant ainsi régner une ambiance de travail, de bien-être, et aussi qui se répercute sur le bénéficiaire, à moyen et à long terme. Cette méthode a fait ses preuves. Je vais faire juste une parenthèse. La preuve, c'est que jusqu'à l'année dernière, il y avait des délégués syndicales relativement virulentes, que cette année, il n'y a eu même pas, je ne veux pas dire que c'est bien, hein, les syndicats, il en faut, mais il n'y a même pas eu de délégués qui se présentent aux élections parce que chacun se sent respecté et responsabilisé. Donc, d'un côté, plus de rentrées d'argent grâce aux communes, des économies, malgré tout, une prime qui est arrivée fin 2024 du département pour combler un peu les déficits, mais aussi, surtout, cette nouvelle méthode de travail qui permet au CIVOM de remonter un petit peu cette pente qui était difficile. Donc en 2025, la situation du SIA-CIVOM est améliorée, et tel que le président et les vice-présidents s'y étaient engagés, il a été décidé de revenir à une participation moindre, puisque, donc, je vous ai dit, 2022, 10 € par habitant, 2023-2024, 20 € par habitant, 2025, on revient à 15 € par habitant. Et tout ça sans répercussion sur les impôts de nos administrés. Donc je suis partie au départ en 2025, on est sur une participation à hauteur de 1497. Ça varie un petit peu puisque en 2022 on était 1500 habitants. Ensuite, on est arrivé à 1502, puis 1500, et on redescend pour fin 2024 à 1497 habitants. Ce qui fait, si vous voulez noter, qu'en 2022, le montant brut annuel pour le CIVOM était de 15 000. On est passé en 2023, forcément, à 30 000, parce qu'on est passé du 10 à 20.
Ensuite, en 2024, on a continué à être à 20 euros. On est arrivé à 30 000. Et aujourd'hui, on va être à 22 455, ce qui est une augmentation par rapport, bien sûr, à 2022, mais qui représente simplement 8 000 euros de différentiel avec les années précédentes. Et compte tenu de l'inflation, on y serait arrivé de toute manière. Ce qui a permis, malgré tout, et c'est là où je vais en venir, c'est ma conclusion, que cette décision, qui a été une décision très importante pour toutes les communes qui ont participé, qui ont accepté, de conserver un service public de qualité sur la base de la solidarité et a permis de conserver aussi tous les emplois. Je demanderai donc à mes collègues, sauf Franck qui vient de s'absenter, mais pour un âge, je pense qu'il a une affaire urgente, de bien vouloir approuver cette délibération et ce choix que fait la commune de continuer à aider le CIVOM avec ses 15 euros par habitant pour pouvoir continuer ce service public, encore une fois, sur les bases de la solidarité. Merci beaucoup pour cette présentation complète. On avait vraiment l'impression de rentrer dans les arcanes du CIVOM. On se croyait déjà dans les bureaux. Merci, c'était très complet, c'était utile. Avez-vous une question, M. Martinez? Oui, juste la présentation est parfaite. C'est juste pour mieux comprendre le fonctionnement. L'aide ménagère, de toute façon, sur le terrain, elle est autonome. Donc en fait, ça ne concerne que le personnel d'encadrement, le personnel intermédiaire qui a été réaffecté sur d'autres postes. Alors ça concerne effectivement le personnel d'encadrement. Alors il faut savoir que le personnel d'encadrement, il y avait à l'époque où on a pris cette décision, il y avait quand même des soucis, puisqu'il y avait des personnes qui étaient en arrêt maternité, en arrêt maladie, comme dans toutes les entreprises. Et donc c'était quand même un petit peu, il y avait quand même un petit peu beaucoup de flou, on va dire, dans le management. Voilà. Et puis, voilà, c'est une entreprise où il y a des personnes, effectivement, qui sont sur le terrain, qui vont chez les bénéficiaires. Puis, il y a ce qu'ils appelaient les chefs de secteur. Et malgré tout, un chef de secteur, lui, il travaille sur un planning, il remplit des cases, il essaye de faire au mieux, il fait son maximum pour que le bénéficiaire soit servi. Et malgré tout, ça posait quand même toujours des petits problèmes d'organisation, mais surtout de relations, des problèmes relationnels. Parce que quand un agent est... Vous savez que les aides à domicile, elles font ce qu'on appelle des sauts de puce. Elles vont une demi-heure chez une personne, elles prennent leur voiture, elles se déplacent, elles vont encore une demi-heure chez une autre personne, elles reprennent leur voiture, elles vont sur un autre village. Et donc elles ont un emploi du temps qui est très, chronophage, mais qui est aussi, en termes d'énergie, qui est très impactant pour elles. Et le fait de les responsabiliser et qu'il n'y ait plus cette notion de chef de secteur leur a permis d'abord de comprendre les difficultés, ce qui était d'organiser un planning, mais aussi de s'organiser elles-mêmes, parce qu'elles connaissent bien leur secteur et elles savaient où il fallait aller, qui on peut remplacer. C'est pas facile de remplacer une collègue au pied levé quand le matin à 7 h je suis malade, je ne peux pas venir. Chef de secteur, elle va faire au mieux. Elle va aller regarder qui peut y aller. C'est pas forcément toujours la bonne personne. Et elles, entre elles, je crois même qu'elles se sont créées des groupes WhatsApp, elles arrivent à communiquer et à s'organiser. Donc c'est une gestion intelligente et qui fait ses preuves. Donc ça a fait ses preuves, c'est pas parce que ça vient du Nord, mais ça a fait ses preuves dans le Nord et ça marche très bien. Il y a des villes dans le Nord, des grandes villes, comme je crois Roubaix ou autre, où c'est déjà appliqué. Donc le CIVOM a essayé. Voilà. Après, ça ne voulait pas dire que ça aurait marché, mais ça marche. Et donc c'était juste pour aussi dire qu'en dehors du fait qu'ils ont sollicité les communes pour faire entrer de l'argent, ils ont aussi mis en œuvre des méthodes en interne. Voilà. Et ça c'était aussi une volonté du conseil d'administration du CIVOM aussi pour prouver aux communes que... parce que la difficulté que les communes avaient aussi, c'était de dire, en 2023, vous nous demandez de doubler, qu'est-ce qui nous dit qu'en 2025, il ne va pas falloir encore qu'on aille vous apporter de l'argent en plus? Parce que ça aurait pu être un puissant fin aussi. C'était la question qui revenait de beaucoup de communes. Et ce personnel qui est recruté temporairement, est-ce qu'il est en CDD ou est-ce qu'il a vocation à être stagiairisé aujourd'hui? Parce que ça n'a plus tout le même impact après. Alors il y a de plus en plus de CDI, parce qu'il faut savoir aussi que les CDD ça coûte plus cher. Et donc il y a de plus en plus de CDI, donc ils pérennisent les emplois et ils les professionnalisent aussi, parce que les gens font aussi des formations. Voilà. Parce qu'il y a un déficit important quand même en termes de recrutement. Alors en termes de recrutement, je pense que tout le temps que ce métier, alors ça c'est personnel ce que je veux dire, mais tout le temps que ce métier ne prendra pas en compte les grandes difficultés humaines et physiques, sociales aussi, de ce métier,
il y aura toujours du mal. Il faut savoir que le CIVOM, c'est un service public. Les personnes sont un peu moins bien payées que, par exemple, sur des structures comme l'ADMR, Domicile Plus, Petit-Fils. Donc forcément, c'est plus compliqué. Si ce service public permettait peut-être de donner des primes différentes ou d'apporter des avantages différents, ce serait peut-être plus attractif. Mais si on fait le parallèle avec le service public en général, le service public, c'est toujours moins bien loti que le service privé. Donc on retrouve les mêmes difficultés. Parfait, ben, merci pour cette présentation impeccable. Monsieur Divoiré a rejoint l'Assemblée, donc il va pouvoir participer au vote. Il a pratiquement tout entendu. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. En information municipale, bien évidemment, l'actualité des associations, elle est très complète. Donc, pour éviter de n'oublier personne, je ne citerai aucune d'entre elles. Vous avez bien sûr l'application pour cela. Deux informations quand même concernant la municipalité. La commission de régulation de l'énergie a validé le tarif de rachat de la société Element qui fabrique, vous le savez, notre ferme photovoltaïque. On est très heureux d'annoncer que le 28 août, nous procéderons à la pose de, non pas la première pierre, mais du premier panneau photovoltaïque sur la future ferme Chemin de Névian. Et à cette occasion, ce sera un grand moment pour beaucoup d'élus et de présidents d'associations de pouvoir participer à ce moment, qui est très important puisque, à nouveau, c'est un sujet, c'est une ancienne casse automobile rachetée par la commune et qui va devenir une ferme photovoltaïque qui produira l'énergie pour l'équivalent de 1700 foyers, qui rapportera 40 000 € par an à la commune. Vous voyez, aujourd'hui, on a voté 46 000 € de subventions aux associations. Ce n'est pas un parallèle, mais c'est très important pour nous. Et puis, ça prouve aussi qu'on est engagé, bien sûr, dans la transition énergétique au même titre que le changement de l'éclairage à LED, etc. Le deuxième point, c'est lundi 7 avril, le début du chantier de la Maison de la Nature. Ça aussi, ce programme de réhabilitation d'un bâtiment communal. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais, dans les décisions du maire, signé donc les attributions des marchés. Donc le chantier va débuter. Bien sûr, c'est M. Jean-François Cid qui va à nouveau mettre son casque de chef de chantier, contremaître, pour, aux côtés de notre architecte, M. Buteau, Morodonné, pouvoir veiller à la bonne avancée de ce chantier, dans le respect bien sûr de l'environnement, du voisinage, parce que c'est important pour nous de pouvoir livrer cette maison de la nature qui sera affectée au comité des feux de forêt, à l'amicale communale de chasse agréée, aux caminaires et aux canouteurs, et d'avoir un bel espace de travail. J'en ai terminé les informations municipales. Je vous remercie pour votre présence ce soir. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.